La machine européenne est construite sur un modèle qui n'est pas celui de la République française. Et il contient une logique, c'est la constitutionnalisation du libéralisme économique. Il faut donc en finir avec ça. Je suis stupéfait qu'on puisse dire que depuis 30 ans, il y a des politiques néolibérales en France. Alors qu'il y a une croissance continuelle de l'État, des prélèvements obligatoires, des réglementations, que nous sommes un des pays les plus socialisés au monde, alors qu'on puisse appeler ça du néolibéralisme, qu'on appelle du néo-étatisme si on veut, mais pas du néolibéralisme. C'est une pure fiction. Des propositions que je fais, là, qui peuvent effectivement être contraires aux inspirations libérales de Pascal Salin. Mesdames et messieurs, aujourd'hui 4 mai 2015, 20h, pour sa dernière conférence Iségoria avant l'été, l'équipe 2015 vous fait l'honneur de recevoir un économiste, mais mieux qu'un économiste, me direz-vous, un libéral. Il est chevalier de la Légion d'honneur, ainsi que chevalier des arts et des lettres, et officier des palmes académiques. Il est professeur émérite à l'université Paris IX Dauphine. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir Pascal Salin. Cher public, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence Iségoria. Et cher Pascal Salin, merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Vous avez tout de même une place bien particulière dans le spectre des Français des idées économiques. Libéral de conviction, vous luttez ardemment contre les lunes, selon vous désuètes, du modèle républicain, interventionniste à la française, fustigeant bien souvent l'héritage colbertiste d'un État roi, d'un État dispendieux, d'un État étouffant. Votre crainte est de voir les résultats désastreux de la mise en place de la théorie keynésienne qui, pour vous citer, représente une aberration dans l'histoire des idées économiques. Nul doute, vous avez été marqué au cours de votre parcours par l'héritage d'autres grands noms de l'économie, Milton Friedman pour sa critique des politiques expansionnistes jugées inflationnistes, Robert Mundell pour l'excellente théorie sur les zones monétaires optimales qui aiguisa, me semble-t-il, votre spécialisation sur les questions monétaires, ou encore Friedrich von Hayek, car oui, vous trouvez affiliation dans l'école de pensée autrichienne d'économie. Vous considérez, tout comme son fondateur, que l'État mène vers la route de la servitude, si bien décrite par Hayek. Et en poussant le libéralisme à son paroxysme vers le libertarianisme et la négation d'un État servile, vous voyez dans la liberté une valeur suprême. De chacun comme ils choisissent, à chacun comme ils sont choisis. Mais peut-être avez-vous oublié que vous êtes en France, pays de Colbert, de l'État stratège et d'Arnaud Montebourg. Une France qui n'hésite plus à mettre son économie en cale sèche pour sauver son modèle social, à l'heure où d'autres font l'apologie d'une 6e République, censée penser les maux humains et sociaux de son peuple, à l'heure où d'autres s'obstinent en faveur d'un protectionnisme sans limite et d'un repli sur eux-mêmes. Vous, monsieur Salin, tentez de démontrer que le néolibéralisme n'existe pas en France. Bien au contraire, mais qu'il serait souhaitable de laisser cette part de souveraineté nationale qu'est la politique économique au marché. Et un des seuls qui affirme cela en France sera votre candidat, Alain Madelin, au présidentiel de 2002. Vous appelez donc à voter pour lui. Et plus largement, vous cherchez à convaincre le grand public. 5 ans plus tard, vous allez écrire l'ouvrage « Français, n'ayez pas peur du libéralisme ». Peut-être pouvons-nous vous rapprocher du français Nicolas Bavrez quand vous dites qu'il existe trop de réglementations et que la crise provient des accommodations monétaires et que celle-ci perturbe le bon fonctionnement des marchés. En 2010, vous écrivez « Revenir au capitalisme pour éviter les crises, comme si nous étions sortis du capitalisme ». Mais
ne nous méprenons pas. Le côté a priori provocateur de certaines de vos idées révèle surtout une solide conviction de votre part. Et pour le comprendre, il faut se pencher sur votre carrière. Côté académique, votre parcours est remarquable. Diplômé de la faculté de droit de Bordeaux, c'est à Paris que vous étudiez l'économie et vous asseyez sur les bancs de Sciences Po Paris. Titulaire de l'agrégation d'économie et de sociologie, vous devenez maître de conférences à Nantes et à Poitiers, et professeur, puis professeur à l'université Paris 9 Dauphine. Mais côté recherche, c'est pas mal non plus. Vous êtes cofondateur du Centre de recherche en théorie économique, Jean-Baptiste Say, mais surtout, et on en revient à l'école autrichienne, président de la Société du Mont Pèlerin entre 1994 et 1996. Organisation qui promeut l'économie libre marché auprès des hommes politiques, fondée en 1947 par Hayek. Et encore faudrait-il ajouter à cette longue litanie votre collaboration avec des organismes internationaux tels que le FMI ou l'ONU, ou encore des gouvernements, comme celui du Niger, sur les sujets du développement. Alors si beaucoup pensent que le libéralisme est aussi inévitable qu'inévitablement limité et à réguler, face à la gabegie de l'État au cours des 30 dernières années, vous préférez rappeler avec force que l'État n'a aucune justification morale ni scientifique, mais constitue le pur produit de l'émergence de la violence dans les sociétés humaines. Alors comprenne qui voudra, comprenne qui pourra. Le libéralisme est selon vous le seul véritable humanisme, et on en arrive au thème de ce soir. Sans doute ce soir est-il le temps de séparer le bon grain de l'ivraie et de mettre réellement le libéralisme à l'épreuve de l'humanisme. Je vous remercie. Bonsoir, comme le veut la tradition, donc je vais présenter le contexte. Tout d'abord, vous remercier Pascal Salin de nous faire l'honneur d'être là ce soir, et puis de remercier le public qui est là ce soir pour écouter cette thématique, en particulier nos fidèles qui sont là régulièrement. Alors la thématique de ce soir est une thématique d'actualité, celle du lien qui unit économie et citoyens du monde. Plus précisément, notre mode d'organisation économique, qu'on l'appelle libéralisme si on le fonde sur la liberté d'agir, les droits de propriété, ou capitalisme si l'on met l'accent sur les moyens mobilisés, en particulier financiers, notre mode d'organisation économique sert-il au mieux les intérêts du monde et de ses habitants ? L'histoire du libéralisme en tant qu'idée est complexe car protéiforme. Il y a bien entendu de nombreuses disciplines qui sont mobilisées, la philosophie, la politique, l'économie, le droit. Protéiforme et pleine de rebondissements. Né à la fin du XVIIe siècle, le libéralisme économique s'épanouit au XVIIIe siècle, avec notamment le père de l'économie politique, le bien connu anglais Adam Smith. Il est alors une réponse à l'impasse étatiste et protectionniste dans laquelle nous avait conduit la doctrine précédente, dite mercantiliste, dénommée mercantilisme un peu trivialement, bien sûr, doctrine très diffusée en Europe et menée, comme le soulignait Thomas, menée en France par Colbert, notamment. À la contrainte centrale, Adam Smith propose de substituer l'attribution de droits de propriété individuelle avec une conviction, la poursuite des intérêts individuels concourt à l'harmonie sociale. Ce miracle peut devenir réalité si les individus sont en situation de concurrence, ce qui était au XVIIIe siècle, si on se replace dans le contexte de cette période, ce qui était relativement exact. Songez alors que les biens étaient peu nombreux et relativement simples, et les possibilités d'importer et d'exporter relativement limitées. La concurrence permettait donc, peu ou prou, de proposer un bon rapport qualité-prix, et donc servait évidemment les intérêts du consommateur et de l'économie dans son ensemble. À la fin du XVIIIe siècle, libéralisme et humanisme font cause commune en France, la Révolution permettant de s'émanciper du droit divin et aristocratique et de réaffecter les droits de propriété. Mais rapidement, les intérêts ont divergé. Les révolutions industrielles ont généré pendant tout le XIXe siècle de grandes inégalités entre les propriétaires des biens de production et un monde ouvrier, comme vous le savez tous, mal payé, mal logé, et bien mal considéré, songez ne serait-ce qu'au travail des enfants. Ce constat a engendré deux réactions très différentes. Le projet socialiste ou communiste, défendu par Marx,
et je vous fais grâce du projet anarchiste, qui est évidemment une version très radicale du projet et de l'analyse marxiste, et d'autre part, au sein même de l'économie libérale, parmi les économistes d'alors, le souhait d'établir des contre-pouvoirs, avec évidemment la mise en place aux États-Unis du Sherman Act, et donc des fameuses lois antitrust. L'histoire économique du XXe siècle est quant à elle bien difficile à lire clairement, tant elle a été perturbée par des crises importantes, 1929, 1970, enfin les crises des années 70, 1989, 2000, etc., et surtout des guerres. Et ça fait écho à ce que disait Thomas sur cette difficulté à lire clairement, faisant référence à votre travail, Pascal Salin, sur la critique du keynésianisme, puisqu'il est vrai qu'on a beaucoup attribué à Keynes des mérites qui ne sont peut-être pas si justifiés que ça. Quoi qu'il en soit, le duel communisme-capitalisme semblait gagné par le second, avec le chaos symbolisé en 1989 par la chute du mur de Berlin. L'intellectuel américain Francis Fukuyama n'écrivait-il pas la même année un article qui fit date et intitulé « La fin de l'histoire ». Son analyse concluait sur l'idée que le mode d'organisation le plus efficace des peuples est l'association de démocratie et de capitalisme. Faux par réclamer la crise de 2007-2008, puisque le bilan libéral n'est pas fameux et que nos démocraties font, tout au moins dans leur représentativité politique, l'objet de profondes contestations. Alternance, code de popularité très faible, abstention, tendance extrémiste, etc. Depuis cette dernière crise, toujours bien réelle, si l'on se réfère au taux de chômage des pays occidentaux et à la situation économique préoccupante des émergents, les positions ont bougé, y compris et surtout au sein des pays les plus orthodoxes sur le plan libéral, et à commencer par les États-Unis, qui sont devenus interventionnistes pour sauver deux grandes entreprises en difficulté, songez au domaine de l'assurance, songez à General Motors, voire pour introduire des mesures sociales sur leur marché du travail. Ainsi, au cours de l'année écoulée, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont réfléchi et ou mis en place un SMIC à un niveau très proche de celui de la France. Enfin, la régulation de l'économie est bien sûr devenue le leitmotiv de presque tous les pays du G20. Incroyable. Au final, que penser du libéralisme? Faut-il le contrôler, voire le limiter, ou au contraire, c'est je crois ce que vous proposez, Pascal Salin, appuyer sur l'accélérateur pour aller encore plus loin dans la réduction des contraintes qui pèsent sur les entreprises? Évidemment, derrière les entreprises, vous avez le développement de l'économie et bien sûr la réduction du chômage. Face à cette problématique difficile, j'ai bien peur que notre carte d'identité de Français ne nous pousse à souhaiter moins de contraintes, tant nous avons besoin que l'État, trop coûteux et peu efficace, subisse une cure d'amaigrissement drastique pour redonner de la compétitivité aux entreprises, via la baisse des charges, du pouvoir d'achat aux consommateurs et, in fine, réduire le chômage qui gangrène notre pays depuis trop longtemps et de manière trop importante. Pour autant, c'est prendre le risque de jeter le bébé avec l'eau du bain, car notre modèle social est une chance que beaucoup nous envient. Si j'étais brutal, je dirais que l'ultralibéralisme est une fuite en avant tentante, mais sans doute dangereuse, voire un anachronisme, car au cœur de nos économies se situent de profondes inégalités et le poids des lobbies est si fort qu'un risque de confiscation des pouvoirs et des centres de décision serait plus que probable. Mais en tant que chercheur, je ne demande qu'à être convaincu du contraire, car si nous parlons de troisième voie économique, personne n'est aujourd'hui en mesure de dire comment procéder. Aussi, cher invité, avez-vous sans doute des pistes à nous suggérer? Je vous laisse donc la parole avec plaisir. Bonsoir, je vous remercie beaucoup de ces deux présentations. Je remercie l'association Esegoria de m'avoir invité à parler devant vous d'un sujet qui m'est cher, bien sûr. Et comme cela a été rappelé, c'est pour moi un petit peu un rappel du passé, puisqu'effectivement, pendant quelque temps, au début de ma carrière universitaire, j'ai eu le plaisir d'enseigner à Nantes, une ville qui a certainement beaucoup changé depuis cette époque, mais qui me laisse un fort bon souvenir. Donc le sujet de ce soir, c'est le libéralisme à l'épreuve de l'humanisme. Et cela me paraît un sujet important parce qu'il y a beaucoup de confusions qui sont faites dans les idées à propos du libéralisme et j'aimerais essayer de clarifier les choses.
À titre d'exemple des confusions existantes, j'ai été frappé de lire récemment une interview de Marine Le Pen dans laquelle elle disait que le drame actuel de la France, c'est que les socialistes étaient devenus ultra-libéraux depuis Mitterrand. Alors, c'est quand même assez étonnant. Il y a beaucoup de confusions peut-être aussi qui sont faites parce que nous sommes dans un univers très politisé et on a tendance à passer par le filtre de l'évaluation politique au lieu de réfléchir sur les idées fondamentales. Et en réalité, pour ma part, j'estime que nous n'avons guère eu du point de vue politique depuis des décennies que des antilibéraux de gauche ou de droite. Et l'un des problèmes, c'est que bien souvent, on entend dire que tel ou tel président a fait une politique libérale et que ça a échoué, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas fait de politique libérale. Ça me fait penser d'ailleurs à l'anecdote suivante. Peu après les élections de 81, Giscard d'Estaing avait réuni quelques universitaires et je lui avais posé la question, mais pourquoi vous n'avez pas fait une politique libérale? Parce que j'estime que déjà, sous ce libéral avancé, comme il s'appelait lui-même, les politiques qui avaient été faites étaient des politiques antilibérales. Et il m'avait répondu assez curieusement, vous savez, la France était en crise. Pour les politiciens, on est toujours en crise, n'est-ce pas? La France était en crise, alors je ne voulais pas faire de politique libérale parce qu'après on aurait accusé le libéralisme d'être responsable de la crise. Et ça m'avait frappé parce que si vraiment il avait des convictions libérales, il aurait dû dire ben, la seule solution, c'est la solution libérale. Donc il y a des confusions terribles dans ce domaine, et c'est pourquoi il me paraît essentiel de revenir un peu aux fondamentaux. Essentiel et puis également important dans un pays comme le nôtre, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons eu quelques-uns des plus grands penseurs libéraux, les Bastiat, dont je vous recommande la lecture qui est admirable de clarté, Bastiat, Turgot, Jean-Baptiste Say, beaucoup d'autres, ont joué un rôle important dans l'évolution de la pensée. Et là encore, je voudrais juste signaler une petite anecdote. Lorsqu'on avait demandé un jour à Ronald Reagan d'où lui venaient ses convictions libérales, il avait expliqué qu'il connaissait, il avait en particulier lu 6 auteurs qui l'avaient beaucoup influencé, et parmi ces auteurs, il y avait Bastiat et Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say, son traité a été à l'origine de la formation de toute l'élite en Amérique du Nord et en Amérique du Sud au XIXe siècle. Donc nous avons une tradition admirable de pensée libérale et nous sommes maintenant l'un des pays les plus antilibéraux du monde. C'est quand même quelque chose qui est attristant à mes yeux. Alors je voudrais pour cela commencer par parler des faux procès que l'on fait au libéralisme, parce qu'ils sont nombreux, je ne vais pas en faire la liste complète. Je parlerai ensuite... Ah, on m'avait demandé d'appuyer sur... Voilà, oui. Les faux procès faits au libéralisme. Je parlerai ensuite de la définition de l'humanisme, et je voudrais expliquer à mes yeux les rapports entre l'humanisme et la morale. En troisième lieu, insister sur la nature des êtres humains, parce que puisqu'on parle d'humanisme, c'est important de se demander ce qu'est un être humain. En venir au fondement du libéralisme, et là encore, je serai à un niveau assez général, presque philosophique. Et puis, je terminerai par quelque chose de plus pratique, le libéralisme jusqu'où, en prenant des problèmes plus d'actualité, mais qui sont, à mon avis, des conséquences des problèmes fondamentaux que j'aurais évoqués d'abord. Alors, tout d'abord, quels sont certains des faux procès qui sont faits au libéralisme? Je dois dire, tout à l'heure, on évoquait la chute du mur de Berlin, et je dois dire que pour ma part, j'ai été assez surpris du phénomène suivant. Lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin, assez naïvement, je me suis dit, c'est formidable, tout le monde va se rendre compte que la liberté individuelle est le seul moyen d'avoir des sociétés qui soient prospères et pacifiques. Et puis ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et ça m'a frappé que les gens insistent davantage sur le retour à la démocratie plutôt que le retour à la liberté individuelle. Et ce n'est pas du tout la même chose, parce que, comme on aura peut-être l'occasion d'en discuter, la démocratie peut être tyrannique, c'est-à-dire contraire à la liberté individuelle, et malheureusement, dans notre pays, il y en a bien des exemples.
Et l'une des raisons pour lesquelles on a insisté sur le caractère démocratique et non pas sur le caractère libéral, la reconquête de la liberté, je pense que l'une des raisons, comme ça a été expliqué d'ailleurs fort bien par Jean-François Revel, c'est que beaucoup de gens qui s'étaient trompés continuellement sur la nature du communisme n'ont pas voulu aller jusqu'au bout de la réflexion et ils ont préféré essayer de partir en guerre contre le libéralisme et de se focaliser sur le socialisme. Toujours est-il que les faux procès que l'on fait au libéralisme, ils sont nombreux, je l'ai déjà dit, je ne vais pas vous en faire la liste entière, mais je voudrais évoquer certains de ceux qui sont les plus importants, et avec l'espoir qu'en expliquant ensuite tout à l'heure ce qu'est, à mes yeux, le libéralisme, j'aurai des réponses à ces faux procès. Tout d'abord, on prétend bien souvent que le libéralisme fait l'apologie de l'égoïsme. Lorsque j'insisterai tout à l'heure sur le problème de l'éthique, j'aurai l'occasion de revenir sur cette question et de prendre le problème de l'égoïsme comme exemple. Mais je crois qu'on fait une erreur de ce point de vue-là, parce qu'il ne s'agit absolument pas pour un libéral de faire l'apologie d'une attitude de pensée ou d'action, mais simplement d'utiliser une méthode d'analyse des problèmes qui est l'individualisme. Autrement dit, on part de l'idée qu'une société est composée d'êtres humains et qu'on ne peut comprendre le fonctionnement d'une société humaine qu'en se référant au comportement des individus et à la nature humaine dont je parle ici. Deuxième procès souvent fait au libéralisme, on dit qu'il est matérialiste, qu'il s'intéresse au profit, aux gains matériels, à l'argent, etc. Et là, il y a une erreur majeure, à mon avis, parce que, comme je le soulignerai tout à l'heure, je crois que l'une des caractéristiques essentielles du libéralisme, c'est au contraire de mettre l'accent sur le caractère subjectif des activités humaines, sur l'importance de l'esprit humain. Et c'est en particulier vrai d'un grand libéral, Ludwig von Mises, qui a écrit un très beau livre, entre autres, L'action humaine, qui est l'un des grands auteurs de cette école autrichienne qui a été citée tout à l'heure. Mises explique bien qu'on ne peut comprendre ce qu'il appelle la catalaxie, c'est-à-dire la science de l'échange, mais qui est en fait, en gros, si vous voulez, la science économique, qu'on ne peut bien la comprendre qu'en faisant référence à ce qu'il appelle la praxéologie, c'est-à-dire la science de l'action, la manière dont les êtres humains vivent. Et donc, j'espère que nous verrons tout à l'heure que ce procès de matérialisme, au contraire, devrait être renversé. Et je crois que ce sont les antilibéraux qui mettent trop l'accent sur le caractère matériel, mécaniciste des choses, et ils oublient l'importance de l'esprit humain. Troisième procès qui est fait au libéralisme, soi-disant, il défend des catégories spécifiques. Et ce qui me paraît frappant ici, c'est qu'on utilise au fond des catégories de type marxiste pour critiquer le libéralisme. On dira par exemple que les libéraux défendent les riches contre les pauvres, les entrepreneurs contre les salariés, les classes moyennes contre les exclus, les nationaux contre les immigrants. Tout cela est radicalement faux parce qu'un libéral il refuse absolument à mettre les gens dans des cases prédéterminées. Il considère que chaque individu a sa dignité et doit être respecté en tant que tel. Et ce qu'il recherche précisément, c'est la coexistence entre les individus. Quatrième critique, ignorance du lien social des communautés. C'est faux également, car un libéral reconnaît normalement que l'homme est fondamentalement un être social qui vit à travers ses relations avec autrui. De ce point de vue-là, on peut souligner d'ailleurs qu'il y a un problème qui peut paraître difficile à concevoir pour un libéral, c'est de savoir ce que c'est qu'une nation. Eh bien non, la nation, pour ma part, je la définis comme un ensemble de sentiments partagés, comme sentiment d'appartenance. On a l'appartenance de participer à une collectivité qui partage un certain nombre de choses en commun. Ce qui est critiquable à notre époque, c'est que, si j'ose dire, l'État a nationalisé la nation, c'est-à-dire qu'il se présente comme le représentant de la collectivité, en oubliant précisément toute la richesse qu'il peut y avoir dans ces interrelations de ceux qui appartiennent à une même nation. On dit enfin que le libéralisme est sauvage, et ça c'est un
thème qui me paraît particulièrement discutable pour les raisons que je vais préciser bientôt, parce que fondamentalement, le libéralisme consiste à respecter le droit des autres. Donc c'est éminemment quelque chose de civilisé. Pour ma part, je serais évidemment tenté de parler au contraire d'étatisme sauvage, dans la mesure où l'État peut, de manière discrétionnaire, imposer la contrainte aux individus. Voilà tout d'abord une liste raccourcie des faux procès que l'on fait au libéralisme. Ah non, je vais trop vite là. Bon, alors j'en reste là. Et j'en viens donc au deuxième point, la définition de l'humanisme. Je pense qu'on peut définir l'humanisme comme une attitude de pensée et un mode d'action dans la société qui sont conformes à la nature des êtres humains. Et une approche humaniste des choses, c'est une approche qui correspond à une analyse correcte donc de ce que sont les êtres humains, et c'est en même temps une exigence morale, respecter ce qu'est la nature humaine. Et dans la mesure où c'est une exigence morale, il me paraît légitime donc de s'interroger sur l'éthique. Et de ce point de vue-là, je voudrais faire une différence entre deux notions d'éthique. Je pense que c'est important. Je crois qu'il est utile de distinguer l'éthique universelle et l'éthique personnelle. Qu'est-ce que j'appelle l'éthique universelle? C'est une éthique qui est cohérente. Je devrais peut-être l'appeler plutôt une éthique universalisable qu'une éthique universelle, parce qu'à notre époque, elle n'est pas universellement reconnue. Mais l'éthique universelle, c'est ce qu'on peut appeler l'éthique des droits. C'est celle qui consiste à être respectueux des droits d'autrui. Et si dans une société, tout le monde respecte les droits d'autrui, il est évident que la société en question, elle est pacifique. Elle ne connaît pas le conflit, elle respecte les droits de chacun, et je crois par ailleurs qu'elle est très probablement une société prospère. Donc cette éthique universelle, elle est importante. Et par ailleurs, il y a l'éthique personnelle. Je prends juste un exemple. Chacun de nous a une série d'idées qu'il considère comme étant des devoirs qui lui sont personnels. Et prenons l'exemple de l'altruisme et de l'égoïsme. On considère que l'altruisme est bien, que l'égoïsme c'est mauvais. Mais il faut être un peu plus nuancé de ce point de vue-là. Parce qu'on ne peut pas être altruiste avec tous les individus du monde. La vie humaine consiste précisément à faire des discriminations. Chacun d'entre nous fait des choix différents sur ceux qu'il considère comme étant un devoir moral pour lui du point de vue de l'altruisme ou pas. Juste pour prendre un exemple, imaginez qu'un mendiant dans la rue, quelqu'un peut très bien dire « Ah, le pauvre homme, je lui donne de l'argent, il faut être altruiste avec lui, etc. » Et puis d'autres diront ah, peut-être il mendie parce qu'il est paresseux, si on lui donne de l'argent, ça va l'inciter à continuer, ce serait beaucoup mieux pour lui qu'on ne refuse de donner de l'argent. Les deux positions sont respectables. Je n'ai pas, en tant qu'économiste, à trancher entre les deux choses. C'est un choix personnel. Et je pense qu'il est important de distinguer cette éthique universelle et l'éthique personnelle, parce que si on veut donner la prédominance à l'éthique personnelle, on risque d'arriver à cette situation que l'on connaît malheureusement bien souvent, où on veut imposer sa manière de voir l'éthique. Et à ce moment-là, on est dans des situations qui sont conflictuelles. Et précisément, je pense que le libéralisme, il est l'humanisme. Non seulement il passe bien l'épreuve de l'humanisme, mais il est l'humanisme. Et je serais même tenté de dire que c'est le seul humanisme, parce qu'il est fondé sur cette idée qu'il faut respecter les droits d'autrui, et il correspond donc à l'éthique universelle. L'avantage de l'éthique universelle, c'est qu'elle est cohérente. Lorsqu'on a défini les droits, il faudra que je revienne tout à l'heure rapidement sur le problème de la définition des droits, de quels droits je parle, mais lorsqu'on a défini de manière précise les droits des uns et des autres, eh bien, nous avons évidemment une société qui est cohérente, une société où il ne peut pas y avoir de conflit. Ce qui n'est pas le cas avec ce qu'on peut appeler la social-démocratie
ou ce qu'on appelle la justice sociale. Chacun des individus d'un pays a une conception différente de ce qu'est la justice sociale, et par conséquent, on est dans des sociétés conflictuelles. Et je suis pour ma part assez frappé de voir que dans un pays comme le nôtre, il y a un sentiment justement de conflit entre les gens, les catégories, etc., parce qu'il y a des divergences de vues, et chacun essaye de faire prédominer ses vues sur les autres. L'État fait de manière discrétionnaire faire prévaloir certains droits sur d'autres en utilisant la coercition, puisqu'il a le monopole de la contrainte. Et en plus, bien souvent, ce qui est regrettable, la justice sociale est un alibi pour la prise du pouvoir. Donc, le respect de l'éthique universelle permet d'avoir une société cohérente, et par ailleurs, il est compatible avec le respect des éthiques personnelles. Chacun peut librement décider, par exemple, dans quelle mesure il désire être altruiste avec telle ou telle personne, ou être égoïste, etc. C'est à chacun de le définir. Alors, j'en viens maintenant au troisième point, la nature des êtres humains. Pour caractériser les choses de manière rapide, je dirais que l'une des caractéristiques importantes des sociétés humaines, c'est la diversité et l'unité. L'unité de principe, l'unité de nature, mais la diversité concrète de tous les individus qui composent une société. Pour ma part, je suis très sensible au thème de la diversité, parce que précisément, trop souvent, l'État essaye d'imposer des solutions qui soient identiques pour tout le monde. Et ce faisant, il ne respecte pas cette diversité concrète. Mais il y a unité de nature. Il y a une unité de nature sur laquelle je vais revenir. Mais j'ouvre une toute petite parenthèse, j'avais été frappé un jour d'entendre un biologiste à la télévision auquel on demandait si les êtres humains étaient égaux. Il avait dit « Oui, tous les êtres humains, ils sont égaux, ils sont identiques, parce qu'ils ont une même volonté de se différencier les uns des autres. » Et j'avais trouvé ça assez correct. L'une des caractéristiques des êtres humains, c'est qu'ils sont tous différents les uns des autres et qu'ils ont envie d'être différents. Et il faut respecter cette diversité. Mais il y a une caractéristique commune. Et en particulier la suivante, je crois qu'on peut définir un être humain comme un être de raison. La rationalité, c'est l'hypothèse fondamentale du raisonnement libéral. L'être humain, c'est un être de raison. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est capable de déterminer lui-même ses propres objectifs, les fins qu'il poursuit dans la vie, et qu'il est capable de définir les meilleurs moyens pour y arriver. Bien sûr, nous ne sommes aucun d'entre nous parfaits, et on ne peut pas dire que telle ou telle personne utilise les meilleurs moyens. Mais j'estime qu'il faut s'abstenir même de juger. Souvent on dit telle personne, oh, il est irrationnel, il se comporte de telle manière irrationnelle. Je me refuse pour ma part à dire que telle ou telle personne est irrationnelle. Elle a sa propre rationalité, elle est plus ou moins bien informée, l'information n'est jamais parfaite, mais compte tenu de ses objectifs, du degré d'information qu'elle a choisi, eh bien, elle est rationnelle. Alors, ceci implique que toute action humaine résulte d'un processus de pensée. C'est quelque chose de fondamental. Les phénomènes de production, par exemple, sont importants non pas du point de vue matériel, mais parce qu'ils sont porteurs de projets humains, ils sont porteurs de la raison humaine. Tous les phénomènes sociaux sont le produit de processus intellectuels individuels. C'est la raison pour laquelle on ne peut bien comprendre le fonctionnement d'une société qu'en faisant référence au comportement des individus. Une autre implication de cette idée de rationalité, c'est que la valeur est subjective. La valeur, c'est ce qui est dans l'esprit des gens. Et vous voyez pourquoi tout à l'heure, je disais que c'est à tort que l'on reproche aux libéraux d'être matérialistes, puisque précisément pour eux, la réalité importante, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable, qui n'est pas observable, qui n'est pas quantifiable, c'est ce qui est dans l'esprit humain. C'est ce qui a été exprimé si bien par l'auteur que j'ai déjà cité tout à l'heure, von Mises, dans son livre « L'action humaine ». Donc la valeur, elle est subjective, et c'est une idée sur laquelle j'aurais
l'occasion de revenir. Et une autre implication qui est intéressante est la suivante, c'est que toute richesse est créée, et elle est créée justement par des efforts de raisonnement, des efforts intellectuels. De ce point de vue-là, il y a un livre qui est fort intéressant, qui a été écrit par un Américain, Julian Simon. Il a été traduit en français, mais malheureusement, il n'est plus en vente maintenant. C'est les presses universitaires qui l'avaient publié, qui s'appelle « L'homme, ultime ressource ». Il explique, par exemple, que les ressources naturelles, ça n'existe pas. Bien souvent, si vous prenez un dictionnaire et que vous regardez la rubrique d'un pays, on vous dit ressources naturelles, etc. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, une fois de plus, c'est l'esprit humain. Et il explique bien que aussi longtemps qu'un individu n'a pas découvert un usage à une ressource quelconque, cette ressource n'a pas d'existence du point de vue des êtres humains. Prenons un exemple au hasard. Imaginez, prenez le cas d'un diamant brut. Un diamant brut, c'est un caillou, n'est-ce pas, qui n'a rien de particulier. Puis un jour, un individu, je ne sais pas lequel, a trouvé l'idée de le tailler pour lui donner une forme particulière, le faire briller, etc. Et il a satisfait des besoins de beauté. Il est devenu une richesse humaine. Mais ce qui est important, ce n'est pas le caillou. Ce qui est important, c'est l'idée. C'est ça qui est fondamental. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, bien souvent, les libéraux se refusent à vouloir tout quantifier. Les interventionnistes étatiques, ils se focalisent sur la mesure du revenu national, la répartition du revenu national, etc. Et tout ça, ça représente une petite partie seulement de la vie humaine. La vie humaine, elle est beaucoup plus générale que ça. Bien entendu, dans un certain nombre de cas, on trouve intérêt à entrer dans l'échange. Et quand on entre dans l'échange, eh bien, il y a une valeur d'échange qui apparaît, mais elle n'est le résultat de ce qui est dans l'esprit humain. Et donc, ceci m'amène au fondement du libéralisme. Les fondements du libéralisme sont, on peut en trouver deux, les fondements moraux, et c'est lié à ce que je viens de dire, et des fondements utilitaires. Alors, les fondements moraux, tout d'abord. Eh bien, je dirais que le fondement moral du libéralisme, c'est que précisément, c'est une approche des problèmes humains qui est conforme à la nature humaine, qui se préoccupe essentiellement de comprendre et de respecter les droits des individus, d'appliquer l'éthique des droits. Il y a, à mon avis, trois piliers sur lesquels le libéralisme s'appuie. Le premier, c'est évidemment la liberté. C'est évidemment la liberté. Qu'est-ce que ça signifie, la liberté? C'est la possibilité de poursuivre ses propres fins en l'absence d'obstacles. De ce point de vue-là, on a souvent dit qu'il y avait une définition négative de la liberté, c'est l'absence d'obstacles. Il y a en effet deux modes d'action seulement des êtres humains, ou bien l'action libre, l'échange libre par exemple, ou la contrainte. Et je suis surpris bien souvent de constater que vous prenez un manuel d'économie par exemple, mais le terme liberté et contrainte n'existe pas. Alors c'est tout de même une différence essentielle. Un acte libre n'a rien à voir avec un acte contraint. Être libre, donc, c'est avoir la possibilité de poursuivre ses propres fins. Et ses propres fins, je le répète, elles sont d'ordre subjectif et elles sont inconnues des observateurs extérieurs. Je viens de souligner qu'il y avait deux modes d'action pour les êtres humains, la liberté ou la contrainte, et la liberté conduit en particulier à ce qu'on peut appeler l'échange libre. Et je voudrais juste dire un mot à ce sujet. Lorsque deux personnes échangent librement, si elles échangent alors qu'elles pourraient ne pas échanger, elles ne sont pas contraintes à échanger, c'est que chacune y gagne. Ça, c'est une proposition fondamentale des libéraux. L'échange est créateur de valeur subjective. Chacun donne plus de valeur subjective à ce qu'il obtient qu'à ce qu'il remet. Donc l'échange, par nature, est créateur de valeur. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à mon avis, il n'y a pas d'argument possible contre le libre-échange mondial.
Le libre-échange mondial, c'est la liberté pour les individus d'obtenir ce qu'ils préfèrent en remettant ceux qu'ils aiment un petit peu moins. L'homme est un créateur. L'homme est un créateur précisément parce que tout ce qu'il fait, c'est le résultat d'un processus de pensée. Et c'est cela, à mon avis, qui fonde le droit de propriété. Le deuxième pilier du libéralisme, c'est le respect des droits de propriété. Pourquoi c'est important? Eh bien, on peut dire qu'être libre, c'est être propriétaire de soi-même. On n'appartient pas à quelqu'un d'autre, on n'est pas esclave d'autrui. Être libre, c'est pouvoir se déterminer soi-même, c'est être propriétaire de soi-même. Mais cela n'aurait pas de sens d'être propriétaire de soi-même si on n'est pas par ailleurs propriétaire des fruits de son activité. La propriété, elle existe toujours, parce que nous sommes dans un monde de rareté, et il faut donc déterminer que telle ou telle personne a le droit d'utiliser telle ou telle ressource. Le problème fondamental qui nous est posé est le suivant, ce n'est pas de savoir s'il faut des droits de propriété, parce qu'il en faut toujours, mais de savoir si ces droits de propriété sont clairement définis et surtout s'ils sont légitimes. Et j'estime pour ma part que les droits de propriété sont légitimes lorsqu'ils sont le résultat de la libre action des individus, parce que cela leur permet d'être créateurs de richesses. Et une fois qu'ils ont créé des richesses, ils peuvent les utiliser eux-mêmes, ils peuvent les donner s'ils sont généreux, ils peuvent les vendre, les échanger pour obtenir d'autres biens, etc. Ils ont cette liberté. Mais n'oublions jamais que toute richesse est créée, elle est créée par l'exercice de la raison. Et je trouve que c'est quand même magnifique, précisément, de penser que la propriété légitime, elle est la traduction du caractère créateur de l'être humain. Et ça a une origine dans la pensée libérale qui est déjà assez ancienne. Locke, par exemple, expliquait que si un terrain n'était utilisé par personne et que quelqu'un tout d'un coup trouvait un usage à ce terrain, il en était le propriétaire légitime. Une fois de plus, ce qui est important, ce n'est pas la nature matérielle du terrain, mais c'est l'usage qu'on en fait. Et il est intéressant d'ailleurs aussi de voir que, par exemple, lorsqu'il y a eu la conquête de l'Ouest américain par les colonisateurs, bien entendu, et je le regrette, ils ont ignoré les droits ancestraux des Indiens qui étaient sur la terre, mais toujours est-il qu'ils ont trouvé un territoire qui, pour eux, était un territoire vide, et spontanément, ils ont appliqué le principe du premier occupant, à savoir le premier qui trouve un usage à une terre qui était inutilisée jusqu'alors, eh bien, il en est le propriétaire légitime. Et la jurisprudence a reconnu ce principe. C'est un principe fondamental, bien souvent, du droit jurisprudentiel. Et lorsqu'on est propriétaire légitime de quelque chose, on peut évidemment légitimement le donner. Le don individuel fait par le propriétaire légitime a plus de valeur, me semble-t-il, que celui qui est fait de manière obligatoire par un État qui utilise la contrainte et qui nécessairement, lorsqu'il utilise la contrainte, porte atteinte aux droits des propriétaires légitimes. Lorsqu'il y a échange, je le disais à l'instant, les deux échangistes sont satisfaits et on respecte leurs droits. Lorsqu'il y a usage de la contrainte, celui qui reçoit un bienfait est satisfait, mais celui à qui on a pris des ressources, par exemple par l'impôt, bien évidemment, il est victime d'un prélèvement. Et ce n'est pas parce que le prélèvement en question est légal qu'il est pour autant légitime. Légal ne veut pas dire légitime. Enfin, le troisième pilier du libéralisme, c'est la responsabilité. La responsabilité, se définit comme le fait de supporter soi-même les conséquences de ses actes, les conséquences sur soi-même ou les conséquences sur autrui. Et si vos actes ont des conséquences négatives pour autrui, vous devez ou bien vous en empêcher, ou bien les réparer, les compenser. Mais bien évidemment, pour définir la responsabilité, il faut connaître les droits des uns et des autres. Donc on revient au problème de la définition des droits, et plus précisément de la définition
des droits légitimes. Il y a donc trois piliers, ou on pourrait peut-être dire trois clés pour comprendre le fonctionnement d'une société, selon un schéma libéral, qui sont la liberté, la propriété et la responsabilité. Et le libéralisme, parce qu'il est fondé sur ces trois piliers qui sont absolument inséparables, il permet seul, à mon avis, de comprendre le fonctionnement d'une société humaine, et il est à la fois donc une méthode d'analyse efficace et par ailleurs une éthique de la liberté qui est importante. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un fondement moral du libéralisme, celui que je viens d'évoquer, et puis un fondement utilitaire, qui est peut-être plus souvent évoqué que le fondement éthique. Fondement utilitaire, il y a beaucoup de manières de le présenter. On peut dire qu'un individu qui est libre est plus incité à agir efficacement, mais je voudrais peut-être simplement souligner ce qui a été si bien expliqué par un des grands économistes du courant dit autrichien, Friedrich Hayek. Friedrich Hayek a beaucoup insisté sur ce qu'il a appelé l'ordre spontané, et beaucoup insisté sur le rôle de l'information, à juste titre, puisque je rappelais tout à l'heure que toute activité humaine, toute activité dite de production est en fait une activité intellectuelle, est en fait une activité de création d'information. L'information, elle ne tombe pas du ciel, elle est créée par les êtres humains en fonction des objectifs qu'ils poursuivent. Et une fois de plus, cette création d'information, elle n'est pas nécessairement communicable à l'extérieur, quantifiable, etc. Pensez par exemple au cas d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il a un savoir extrêmement complexe, implicite, qu'il ne peut pas complètement communiquer à autrui, et en plus un savoir qui est évolutif dans le temps. Nous passons notre temps à chercher des informations, à modifier les informations que nous avions. Et ça, c'est tout à fait fondamental. C'est tout à fait fondamental de permettre aux individus de poursuivre leur quête d'information. C'est évidemment essentiel pour eux et pour la société, parce que dans une société humaine, nous sommes tous interdépendants. Et c'est précisément parce que ce problème de la création de l'information et du caractère subjectif de la création de l'information est méconnu ou ignoré qu'on a tendance trop souvent à considérer qu'il est nécessaire de centraliser les décisions, de planifier centralement, etc. Il y a un préjugé scientiste qui consiste à considérer que quelques individus situés au centre du pouvoir ont la possibilité de se substituer à ces millions ou milliards de cerveaux humains qui, je le répète, évoluent constamment et sont constamment créateurs de nouvelles informations. Dans un système totalement libre, eh bien, il y a toutes sortes de moyens pour que les informations créées par les uns et par les autres soient coordonnées entre eux. C'est précisément ce qu'a expliqué Hayek avec l'ordre spontané. Le système des prix est évidemment un des systèmes les mieux connus de coordination entre les individus, mais il y en a bien d'autres. Les traditions, par exemple, les traditions jouent un rôle, c'est un savoir qui a été expérimenté, qui a été sélectionné, mais qui peut éventuellement, évidemment, être bouleversé par de nouvelles traditions. Et puis, alors, c'est toutes les méthodes que l'on peut imaginer de transmission de l'information. Et il ne faut pas s'étonner donc de l'échec de ce qu'on peut appeler le constructivisme, pour reprendre un terme hayekien, c'est-à-dire de la centralisation des décisions, de la chute du mur de Berlin, de l'échec de la planification. L'erreur majeure est de croire que l'on peut centraliser de manière définitive l'information. Et je me permets à ce sujet une petite parenthèse à propos de l'Europe. Je suis, pour ma part, soucieux de l'évolution que l'on constate en Europe, précisément parce qu'il y a cette tentation centralisatrice, harmonisatrice. Certains individus sont censés savoir, a priori, mieux que tout le monde, quelles sont les règles qui doivent s'imposer à tout le monde. Alors on veut harmoniser les législations, les réglementations, les fiscalités, etc. C'est le préjugé scientiste. Il y a une autre conception de l'intégration européenne que je défends pour ma part, qui est évidemment une approche libérale,
qui consiste à dire que l'intégration, elle est réalisée si on permet la concurrence entre les individus économiques, ce qui permet d'avoir un monde qui est cohérent. La concurrence, là encore, il y a bien des confusions dans les idées. On enseigne en général, dans tous les manuels d'économie, qu'il y a concurrence s'il y a un grand nombre de producteurs qui produisent la même chose, le même produit. Et pour ma part, je l'ai expliqué dans plusieurs livres, pour ma part, je considère que la concurrence se définit par une seule chose, la liberté d'entrer sur un marché. Mais précisément, lorsqu'on est libre d'entrer sur un marché, on y entre pourquoi? Pour essayer de faire mieux que les autres. Et la grandeur de la concurrence, c'est qu'elle est un instrument d'incitation à la diversité, à la diversification. Quand des sportifs sont en concurrence les uns avec les autres, ils n'essayent pas d'être à égalité. Chacun essaye de faire mieux que les autres. Et bien c'est pareil dans ce qu'on appelle la vie économique. Lorsque des entreprises sont en concurrence, chaque entreprise essaye de faire mieux que les autres. Donc c'est une force d'innovation extraordinaire, et c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles la liberté des échanges est un facteur de progrès. Une fois de plus, c'est un facteur de création d'informations. Si vous avez des frontières qui sont libres, si vous n'avez pas de protectionnisme, et si vous avez un producteur dans un pays, il voit qu'il est concurrencé par un producteur étranger, il va se poser des questions. Comment se fait-il qu'il y en ait qui fassent mieux que moi? Et par conséquent, il va essayer de modifier ses processus de production. Alors, j'en viens au dernier aspect de cette présentation, en essayant de donner, on pourra en donner beaucoup, de donner quelques exemples des erreurs de l'interventionnisme étatique par rapport à ce qu'est une société de liberté. L'étatisme crée des problèmes, la liberté permettrait de les résoudre. Et je crois que si l'étatisme crée des problèmes, c'est que précisément, il ignore ce qu'est la nature humaine, bien souvent. Il ignore ce que sont les comportements des individus. On définit a priori ce que la grande philosophe américaine Ayn Rand a appelé des abstractions flottantes, et on fait de la mécanique entre des quantités globales qui n'ont pas beaucoup de relation avec ce qu'est véritablement l'être humain. Une fois de plus, j'insiste, n'est-ce pas, sur l'importance du cerveau humain. Alors, je voudrais prendre quelques exemples. Tout à l'heure, on l'a signalé dans la présentation. Il est vrai que nous sommes dans une époque où l'antilibéralisme est peut-être d'autant plus à la mode qu'il y a eu la crise financière et économique, et que, de manière générale, on l'a attribué à l'instabilité du capitalisme. Et on en a tiré la conclusion qu'il fallait par conséquent que l'État intervienne pour réguler le capitalisme. M. Sarkozy disait même pour le moraliser. On ne peut pas moraliser le seul système qui est moral, n'est-ce pas? Mais bon, M. Sarkozy, qui se prétendait libéral, il n'avait jamais compris ça. Donc, alors, je voudrais attirer votre attention sur un point au passage. Il y a un problème de terminologie qui est important, parce qu'on confond réglementation et régulation. En anglais, regulation, ça veut dire réglementation. Et alors, on transcrit comme ça, et on prétend que pour réguler un système économique, il faut réglementer. Pour ma part, je pense que la meilleure régulation est celle qui est faite par la liberté des individus, donc par le marché. Et je pense que la crise, contrairement à ce qu'on dit, nous en donne un exemple. Qu'est-ce qu'on nous dit d'habitude? On nous dit la crise a été provoquée par le fait que des capitalistes avides ont pris trop de risques pour faire des profits élevés. C'est toujours, n'est-ce pas, cette idée que sur le marché, les gens sont intéressés par le profit matériel, etc. Et donc, tout le monde en aurait souffert. Et il faut ensuite que l'État vienne faire des politiques économiques pour sortir de la crise. La réalité est tout à fait différente. La crise a été provoquée par les autorités publiques, d'abord et essentiellement par les autorités monétaires. Il y a eu au début du XXIe siècle
une variabilité des taux d'intérêt absolument démentielle, qu'on n'a jamais connue autrefois, au XVIIIe siècle par exemple, lorsqu'il n'y avait pas d'intervention, lorsque la politique monétaire n'existait pas. Et donc on a donné des mauvais signaux aux individus. Je vous disais tout à l'heure, les gens ils sont rationnels, mais dans le cadre des informations qu'ils obtiennent et qu'on leur donne. On leur a donné un mauvais signal, on leur a dit, voyez, le taux d'intérêt est très faible, parce que quand on crée de la monnaie, le taux d'intérêt est très faible. Le taux directeur du Fed, de la Banque centrale américaine, était passé au début du siècle de 6% à 1% en 2005. C'est absolument fabuleux comme variabilité. Le taux d'intérêt, c'est le prix du temps. Manipuler de manière aussi violente une variable aussi importante que le prix du temps, c'est-à-dire la variable qui détermine les choix dans le temps des individus entre la consommation présente et la consommation future par l'intermédiaire de l'épargne, c'est vraiment une folie. Et donc, cela a incité un certain nombre de gens à faire de mauvais choix d'investissement. Ils ont cru que l'épargne était beaucoup plus abondante qu'elle ne l'était, et ils ont fait effectivement des investissements qui parfois étaient trop risqués. Ils ont fait des investissements qui n'auraient pas normalement été rentables. Et lorsqu'on est revenu à la normalité, eh bien, ils se sont rendus compte que les choix qui avaient été faits étaient des mauvais choix. Mais je voudrais souligner, parce que je ne vais pas expliquer ceci en détail, j'ai écrit, comme ça a été rappelé tout à l'heure, un livre sur ce sujet, Revenir au capitalisme pour éviter les crises, mais il y a une ou deux choses que je voudrais souligner quand même. Tout d'abord, une des caractéristiques de beaucoup de pays, la France, les États-Unis, tous les pays européens, c'est qu'on a une épargne qui est relativement faible et qui a du mal, par conséquent, à financer la croissance. Il n'y a pas de croissance sans accumulation de capital, c'est-à-dire sans épargne. Et les préceptes keynésiens ont mis dans les têtes une idée complètement fausse, l'idée que ce qui stimulait la production, c'était la consommation et qu'il fallait au maximum réduire l'épargne. C'est une idée fondamentalement fausse. Il n'y a pas de croissance sans épargne. La Chine a depuis des décennies plus de 40% de taux d'épargne. C'est la raison pour laquelle elle a une croissance forte. Et d'ailleurs, elle finance en partie la croissance américaine, parce qu'aux États-Unis, il y a un taux d'épargne qui est faible. Et l'une des raisons, à mon avis, pour lesquelles l'épargne est faible, c'est l'interventionnisme étatique, et en particulier la politique fiscale, dont on peut montrer, contrairement là encore à des idées reçues, qu'elle est très souvent hostile à l'épargne, elle favorise le choix du présent par rapport au choix du futur. Donc il y a un manque d'épargne par rapport aux projets d'investissement que les entrepreneurs ont, et l'État essaie de compenser cette insuffisance en créant de la monnaie, parce qu'à notre époque, quand on crée de la monnaie, en contrepartie, on distribue des crédits qui sont en fait tout à fait illusoires, qui ne correspondent absolument pas à une épargne volontaire et préalable. Et on trouve là quelque chose qui est constant dans l'interventionnisme étatique, à savoir que l'État prend une décision qui a ce qu'on appelle parfois un effet pervers, mais qui en réalité est un effet tout à fait prévisible. Et pour corriger les mauvaises conséquences de sa politique, il prend une autre politique qui ne fait qu'aggraver les choses, etc. Donc il y a un cercle vicieux d'interventionnisme étatique par manque d'information, parce que ceux qui décident ne comprennent pas le fonctionnement du système économique et du système humain. Donc ça a été un facteur important. Et l'autre facteur que je voudrais souligner, qui a été très peu souligné, est le suivant. On dit, comme je le rappelais, que les capitalistes avides ont pris trop de risques pour faire des profits élevés. Mais on oublie une chose, c'est de préciser ce qu'on entend par capitaliste. Au XVIIIe et pendant une grande partie du XIXe siècle, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un grand nombre de petites banques qui étaient possédées par un capitaliste ou un petit groupe de capitalistes, qui étaient les propriétaires. J'en reviens, vous voyez, au problème de la propriété. En tant que propriétaires, ils étaient responsables. Ils n'avaient pas envie de prendre trop de risques pour ne pas faire faillite. La faillite, c'est évidemment le mécanisme régulateur de l'activité. Qu'est-ce que nous avons à notre époque? Nous avons un petit nombre de grandes banques, et là encore on pourrait montrer que c'est en partie le résultat de l'interventionnisme étatique, too big to fail, n'est-ce pas? Et donc un petit nombre de très grosses banques avec des milliers, des millions d'actionnaires qui sont les propriétaires, mais aucun n'est suffisamment important pour peser sur les décisions. Et les décisions, elles sont prises par des managers, par des directeurs de banques, qui sont des salariés, pas des capitalistes. Ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Ils sont des salariés. Et un salarié, il a intérêt à maximiser ses revenus à court terme. La faillite éventuelle est quelque chose de secondaire dans
dans ses choix. Donc vous voyez qu'on fait erreur de ce point de vue-là en disant que c'est un excès de capitalisme qui a provoqué la crise. C'est tout à fait le contraire. Si on revenait à un modèle comme celui du XVIIIe siècle, on aurait eu une autre situation. Deuxième exemple que je voudrais prendre, c'est celui du chômage, parce que c'est un problème évidemment, malheureusement, d'actualité. Je pense que il faut peut-être que je m'arrête bientôt. Vous me donnez un tout petit peu quand même. Mais je vais vers la fin, rassurez-vous quand même. C'est un domaine où on trouve justement ce cercle vicieux de l'interventionnisme étatique. Il y a une idée a priori, que je serais tenté d'appeler un petit peu une idée d'inspiration marxiste, l'idée qu'il y a la catégorie des employeurs qui spolient, qui exploitent les salariés. Donc on va, par la réglementation, par la loi, protéger les salariés contre leurs exploiteurs. Par différentes législations, c'est législation sur le licenciement, sur le salaire minimum, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Si on rend le licenciement très difficile, comme c'est le cas en France, il se passe, je crois, deux choses importantes. Tout d'abord, en obligeant un employeur à conserver un salarié qui ne lui donne pas satisfaction, on crée un climat malsain dans l'entreprise. Il se peut que, je ne veux pas du tout, n'est-ce pas, nommer des responsabilités, je ne veux pas dire que c'est l'employeur ou le salarié qui a raison. Quand il y a un conflit entre deux personnes, l'un ou l'autre peut être responsable. Peut-être que l'employeur a tort de vouloir licencier son salarié, mais toujours est-il qu'ils sont dans une situation conflictuelle. Et la prolongée de force ne favorise pas le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais surtout, l'un des effets que vous connaissez bien, n'est-ce pas, c'est qu'évidemment, on hésite d'autant plus à embaucher quelqu'un que l'on sait qu'il peut être difficile de le licencier s'il ne donne pas satisfaction. Quand on embauche quelqu'un, on ne sait pas exactement s'il va donner satisfaction ou pas, bien évidemment. Or, voyez-vous, le problème est le suivant. Si on était dans une situation de plein emploi, eh bien, dans une situation de plein emploi, le salarié et l'employeur, ils sont dans une même position de force, en quelque sorte. Il y a quelques années, il y avait un taux de chômage qui était inférieur à 4% aux États-Unis, et on pouvait lire dans les journaux des articles où on disait que les employeurs font tout leur possible pour essayer de conserver leurs salariés, donc le salarié était en position de négociation importante. Dans une situation comme celle que nous avons, il est évident qu'ils ne sont pas dans la même situation. Je suis bien d'accord que le chômage est un drame pour beaucoup de gens, n'est-ce pas? Mais il est en partie la conséquence justement de ces interventions. Qu'est-ce qui se passe? Parce que précisément il y a du chômage, eh bien on va essayer d'autant plus de protéger ceux qui ont un travail, au dépend d'ailleurs de ceux qui n'ont pas de travail. Et continuellement on renforce par conséquent les contraintes, et ces contraintes sont créatrices de chômage. Je vous signale au passage un exemple qui me paraît intéressant. En Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est intéressant parce qu'il y a eu d'abord des réformes intéressantes qui ont été faites par un gouvernement travailliste qui, par exemple, a diminué considérablement la progressivité d'impôt sur le revenu. Puis après, il y a eu un gouvernement conservateur, et il y a une dame, Mrs. Ruth Richardson, qui a été nommée ministre des Finances, et en 6 semaines, elle a supprimé pratiquement complètement le Code du travail. Et en 2 ans, le taux de chômage a diminué de moitié. C'est une expérimentation qui est frappante, me semble-t-il. Elle a brisé le cercle vicieux dans lequel on se trouve. Autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est celui du salaire minimum. Le salaire minimum, évidemment, pour un politicien, c'est facile à décider, c'est pas lui qui paye. Mais l'une des conséquences, ce qui est quand même bien connu, c'est que c'est un obstacle à l'entrée sur le marché du travail, en particulier pour les jeunes. Il vaudrait mieux pour un certain nombre de gens qui puissent faire leurs preuves avec un salaire un peu plus faible, et puis au bout d'un certain temps, peut-être rapidement, ils auraient un salaire au moins aussi important que ce salaire minimum. Toutes ces lois qui sont censées protéger les salariés, elles viennent en fait, me semble-t-il, du fait qu'il y a plus de salariés que d'employeurs, donc la démagogie incite, du point de vue de l'avantage électoral des politiciens, elle incite à
prétendent protéger les salariés, mais ça se retourne contre eux, puisque il y a un cercle vicieux, comme je viens de l'évoquer. On pourrait bien sûr citer bien d'autres exemples. J'aurais celui de la liberté des échanges, mais je l'ai évoqué rapidement. Je voudrais peut-être juste dire la chose suivante, pour me rattacher là encore à des problèmes d'actualité. Les deux gros problèmes de la France, c'est évidemment le chômage, je l'ai évoqué rapidement. L'autre problème, c'est la faible croissance. Faible croissance depuis des décennies. Alors, pour quelles raisons? Il faut s'interroger là encore sur la croissance. La croissance, c'est le résultat imprévisible à l'avance des actions de milliards ou de millions d'individus, qui essayent de modifier leur vie, qui essayent d'innover, de créer de nouvelles informations. Mais malheureusement, la croissance est le plus souvent conçue en termes mécanicistes et matérialistes d'ailleurs. Par exemple, on fait référence au principe keynésien de relance par la demande, ce qui, je n'ai pas le temps de les montrer, mais ce qui est une absurdité. La croissance, donc, est le résultat d'activités individuelles, mais qu'est-ce qu'un individu, à quoi un individu est-il sensible? Un entrepreneur, par exemple, il est sensible, comme cela est logique, au rendement de son activité et au risque. Or, l'interventionnisme étatique diminue le rendement et accroît le risque. Diminue le rendement, je prends l'exemple de la fiscalité, mais on pourrait prendre l'exemple des réglementations. La fiscalité est à l'origine d'une double destruction des incitations productives. Petite parenthèse, on oppose souvent les politiques de la demande, d'inspiration keynésienne, et ce qu'on appelle les politiques de l'offre, supply side economics. J'aime pas pour ma part l'expression de politique de l'offre. L'offre et la demande sont indissociables. Ce qui est en cause, ce sont les incitations. Et ceux qui ont développé ce qu'on appelle le supply side economics sont en réalité des gens qui ont voulu restaurer les incitations productives. Eh bien, la fiscalité réduit les incitations à produire parce que plus on travaille, plus on innove, plus on épargne, etc., plus on est puni par la fiscalité dans un système en particulier où on a des impôts progressifs. Donc il y a une désincitation à produire, à embaucher, à innover. Et ça, c'est un phénomène absolument fondamental. Il est complètement vain de croire qu'on retrouvera la croissance en France si, par exemple, on ne met pas fin à la progressivité de l'impôt. Je serais pour ma part favorable à une suppression complète de la progressivité, mais tout au moins d'une réduction importante. Et tous les exemples qu'on a à travers le monde de diminution forte de la progressivité prouvent qu'on a eu un effet de relance. Mais par ailleurs, ceux qui reçoivent un certain nombre de biens publics gratuitement du fait qu'il y a eu un prélèvement par l'impôt, eux aussi, ils sont désincités de faire des efforts par eux-mêmes puisqu'ils reçoivent des choses gratuitement. C'est ce que j'appelle la double destruction des incitations par l'interventionnisme étatique. Et je le répète, on pourrait démontrer quelque chose d'un peu similaire avec la réglementation. Par ailleurs, l'interventionnisme étatique augmente le risque. Parce que nous avons là encore une opposition tout à fait étonnante entre la manière dont on fonctionne dans une société libre qui repose sur la volonté des individus, sur l'échange libre, où il y a la discipline du contrat. Dans un contrat, deux personnes ou deux groupes de personnes s'engagent et ils sont tenus d'honorer leurs engagements, mais on considère comme normal que l'État agisse, lui, de manière unilatérale, discrétionnaire. Du jour au lendemain, il peut modifier un impôt, augmenter le taux d'un impôt, créer un nouvel impôt, et vous savez que dans les années récentes, on en a créé beaucoup. Il crée une nouvelle réglementation. Une activité qui était rentable ne l'est plus parce qu'il y a eu ce changement de l'environnement fiscal ou réglementaire. Et je le fais remarquer au passage, les êtres humains ont développé des techniques d'assurance pour se protéger des risques de la vie, mais vous ne pouvez pas vous assurer contre le risque que l'État augmente vos impôts. C'est un risque important et un risque non assurable. C'est ce qu'il y a de pire, n'est-ce pas? Et donc, l'accroissement du risque vient de cet interventionnisme
c'est aussi ce que j'ai souligné tout à l'heure à propos de la crise économique. Alors, bien entendu, vous imaginez que dans ma passion pour le libéralisme, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire. Je vais m'arrêter maintenant. J'espère que je vous ai donné des justifications suffisantes de la position à laquelle je crois. Je ne peux pas avoir la prétention de convertir au libéralisme ou à ce qu'on appelle à tort l'ultralibéralisme tout le monde, mais il me paraît important quand même de réfléchir à ces choses et d'avoir une vision correcte du libéralisme, et en particulier cette idée que le libéralisme a un fondement moral, et même que le libéralisme, c'est tout au moins la conviction que j'ai, que le libéralisme, c'est le seul humanisme. Je vous remercie. Bien, merci Pascal Salin pour cet exposé fort intéressant sur effectivement les fondements du libéralisme et son essence philosophique. Il y a une question de posture aussi. On a bien compris la fibre militante qui vous animait. Alors moi, à vous écouter, après je donnerai la parole aux étudiants pour des questions, mais moi à vous écouter, je me disais, pour totalement réconcilier libéralisme et humanisme, partant du constat que cette volonté économique s'oppose un peu aux faits sociologiques, savoir que au sein d'une communauté humaine, les individus sont très différents et certains sont néanmoins plus armés, plus forts que d'autres. Et je me disais finalement, si les libéraux sont en faveur, d'un accès à l'éducation pour tous, et deux, d'un droit de succession élevé, on arriverait peut-être à faire converger définitivement le libéralisme et l'humanisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon. Est-ce que vous êtes favorable à un accès à l'éducation pour tous et à un droit de succession élevé? D'abord, c'est peut-être de ma part une naïveté, mais j'ai un peu tendance à penser que il faut faire confiance aux êtres humains, à leur inventivité. Ils sont capables toujours de trouver des solutions. Et par exemple, toujours dans l'histoire, ils sont arrivés à titre individuel ou en se groupant à plusieurs à résoudre des problèmes de misère, etc., de porter secours à ceux qui en avaient besoin. L'être humain est un être complexe. Il est à la fois généreux et pas généreux, n'est-ce pas? Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas être infiniment généreux. Mais l'expérience prouve bien que les êtres humains sont capables d'inventer les meilleures solutions pour venir au secours des autres. Et je préfère, pour ma part, justement, que la solution se trouve au plus près possible des besoins, parce qu'elles sont mieux adaptées. Alors que l'État, il prétend faire la solidarité, il prétend résoudre les problèmes, mais d'une manière qui est totalement uniforme et qui donne lieu évidemment à toutes sortes d'excès. Donc il faut que ça soit bien clair. Je ne suis évidemment pas du tout favorable à l'idée qu'il ne faut jamais venir au secours des autres. Le problème, c'est les modalités. Alors, c'est évident que les êtres humains, ils sont plus ou moins bien dotés, ils ont des chances plus ou moins grandes, mais on ne peut pas refaire l'histoire humaine, il faut l'accepter dans toute sa diversité. Mais je pourrais peut-être quand même juste faire la remarque suivante, justement parce que ce qui est formidable, c'est cette inventivité, et lorsqu'il y a un besoin, on trouve une solution. Et ce que je reproche à l'interventionnisme étatique, c'est que bien souvent, toujours même pratiquement, l'État se donne le monopole. À partir du moment où il dit « je suis en charge de la santé, de l'éducation, de la solidarité, etc. », il interdit aux autres de le faire, il se donne le monopole. Et à partir du moment où il y a le monopole, on ne peut plus expérimenter. Alors, prenons le cas justement des handicapés, par exemple. Un handicapé, c'est quelqu'un évidemment qui a un désavantage. Et il est évident qu'on est tenté de venir au secours des handicapés. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi d'autres solutions? Par exemple, que si les parents, avant la naissance de leur enfant, prenaient une assurance pour leur futur bébé, pour le cas où il aurait un handicap physique ou moral, qu'on puisse pourvoir à ses besoins.
on peut inventer des techniques, je vous donne ça un petit peu au hasard. Donc l'assurance, c'est un système de solidarité, n'est-ce pas, et qui correspond à des besoins bien spécifiques. Donc il y a ce problème qui est très important quand même, le problème du monopole étatique. Alors vous me parlez de l'éducation, je serais tenté de dire la même chose pour l'éducation. Bien sûr que l'éducation, c'est un bien fondamental, mais là encore, je fais confiance aux parents. Et ça m'a frappé aussi souvent de voir en Afrique que des gens même très pauvres, ils étaient capables de considérer que la priorité pour eux, c'était l'éducation des enfants. Et donc d'acheter un banc pour l'école, etc. J'ai un tas d'exemples comme ça. Par exemple, en Inde, les pauvres, bien souvent, ils préfèrent aller dans des écoles privées qui ne coûtent pas bien cher, mais qui leur coûtent quand même un tout petit peu, que dans des écoles publiques, parce qu'ils estiment que les écoles privées sont mieux adaptées aux besoins de leurs enfants. Donc, ce n'est pas parce que l'éducation, et nous la considérons naturellement, d'autant plus qu'on est professeur, bien sûr, comme quelque chose de fondamental, mais ce n'est pas parce que c'est fondamental que l'État doit s'occuper. Je serais tenté pour ma part, vous n'en serez pas surpris de dire, c'est précisément parce que c'est fondamental que l'État ne devrait pas s'en occuper. Vous voyez, on a un exemple, je trouve, tout à fait frappant actuellement. Le ministre ou la ministre de l'Éducation nationale décide que pour toutes les écoles françaises, les programmes vont être changés de telle manière qu'on fera ceci, cela, que les langues anciennes seront plus enseignées. Mais on ne peut pas respecter la diversité des gens. Alors, on serait déjà dans une meilleure situation si l'État disait bon, je vais donner un bon d'éducation, un voucher aux parents pour qu'ils puissent payer l'école de leurs enfants, mais ils choisissent librement leur école. Ça serait déjà une étape vers la liberté. Et je ne comprends pas qu'on puisse être opposé à des solutions de ce genre et qu'on tienne absolument que l'État non seulement assure le financement, mais qu'il assure le service lui-même. Alors, un mot juste sur les droits de succession. Je sais qu'il y a un certain nombre de libéraux qui disent qu'il faut une égalité des chances au début de la vie et donc les droits de succession sont légitimes. C'est le cas aux États-Unis, un peu. Les droits de succession américains sont élevés. Oui, mais les États-Unis ne sont peut-être pas un modèle de libéralisme, de moins en moins d'ailleurs. Pour ma part, je considère que les droits de succession ne sont pas légitimes pour la raison suivante. C'est qu'il faut revenir toujours aux droits de propriété. Vous avez un individu qui a fait un effort pendant sa vie, au lieu de consommer tout ce qu'il gagnait, et d'en profiter, de faire la fête, etc., il a fait l'effort d'accumuler un patrimoine. Et peut-être justement parce qu'il veut être altruiste avec ses enfants. Et on lui dit, ah non, à partir du moment où vous mourrez, on abaisse le rideau, vous n'avez pas le droit de vous prolonger à travers vos enfants ou à travers une œuvre culturelle, sociale ou autre pour laquelle vous avez donné toute votre vie. C'est l'État qui prend. Au nom de quoi, n'est-ce pas? Et ce qui est en cause, à mon avis, c'est le droit de propriété légitime de l'individu sur ce qu'il a accumulé. Et ce droit, on doit le reconnaître au-delà de la mort. L'une des caractéristiques de l'être humain, c'est justement de se prolonger dans le temps. Et il se prolonge au-delà de la mort. Il veut laisser une trace, il veut laisser un souvenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Eh bien, on leur donne une éducation, on leur donne des principes, en espérant que ces principes, ils iront de génération en génération. Et je suis toujours ému pour ma part quand je vois justement des traditions familiales qui se perpétuent. C'est une grande chose, ça fait partie de la vie humaine. Eh bien, pourquoi ne pas en même temps léguer ce qui est plus matériel, qui est secondaire pour moi, hein, les choses matérielles, mais elles existent quand même. Et donc, je ne suis pas favorable au droit de succession pour cette raison. Merci. On passe aux questions des étudiants. Je voudrais en venir au fondement de ce malentendu au sujet du libéralisme, surtout en France. Y a-t-il en fait des traits culturels spécifiques qui feraient que les Français ne sont pas enclins au libéralisme? Par exemple, on a tendance à dire que les Français préfèrent l'égalité à la liberté qu'ont choisi les Anglais. C'est une question très importante que vous posez, sur laquelle je m'interroge d'ailleurs souvent. On ne peut pas vraiment dire que les Français ils préfèrent la solution étatique, mais on leur donne le choix. On leur dit on a un État très puissant, ou bien vous faites des efforts par vous-même, ou bien l'État vous donne gratuitement. Mais au-delà de ça, il y a un problème idéologique qui est très important. Et votre question me fait penser à ce que Friedrich Hayek disait à ce sujet. Il a publié un livre dans lequel il a 4 ou 5 chapitres sur la France, ce qui est significatif parce que
Hayek n'était pas de culture française, il avait une nounou française quand même, mais il n'était pas de culture française. Et pour lui, la France a toujours été une question. Il m'avait dit un jour, lorsque la France sera devenue libérale, c'est que le monde entier le sera déjà devenu. Et donc il s'interrogeait sur la France, et il a une explication qui est intéressante, qui consiste à dire, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, les scientifiques français étaient les meilleurs du monde. On a pensé que la méthode qui avait réussi dans les sciences exactes, comme on les appelle, pouvait réussir dans les sciences humaines, et on a voulu créer des ingénieurs sociaux, et d'où le positivisme, etc. Et donc il y a eu un conflit à cette époque entre les positivistes et par ailleurs les auteurs que je rappelais tout à l'heure, qui sont des auteurs admirables à mes yeux. Et finalement, les positivistes ont gagné. Et pour quelle raison? Eh bien, l'une des raisons, c'est peut-être que justement, on a d'autres spécificités françaises, qui est le centralisme étatique. Mais c'est un peu un problème de poule et d'œuf. Qu'est-ce qui est venu en premier? C'est le centralisme français ou l'idéologie interventionniste. Donc c'est difficile de trancher entre les deux. Mais il y a ce phénomène, effectivement, qui a joué. Et c'est sûr que c'est étonnant. Je vous assure que lorsqu'on va à l'étranger, les gens sont stupéfaits de voir ce qui se passe en France et de voir l'idéologie qui est en France, surtout quand on connaît justement ce passé dans l'histoire de la pensée. Merci. Marion? Oui. Moi, pour rebondir sur justement le fait que sur cet interventionnisme étatique sur lequel vous êtes contre, quel est pour vous le rôle de l'État concrètement? Est-ce que c'est seulement d'être un rôle policier? Parce que si ces gens, en revenant sur le droit de succession, ont pu s'enrichir, c'est pas quelque part aussi grâce à l'État, grâce à ce que l'État a mis en place? Je crois qu'il faut que vous m'invitiez à une autre conférence pour répondre à cette question. C'est une question majeure aussi. Je serais tenté juste de répondre ceci. Il y a deux perspectives différentes. Ma perspective en tant qu'intellectuel, c'est de pousser jusqu'à son extrême limite le raisonnement et de mettre en cause l'État, de dire est-ce que pour telle ou telle activité on peut se passer de l'État? Et ce qui me frappe, c'est de voir qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, d'articles qui montraient que si l'État ne s'occupait pas de telle ou telle chose, eh bien les problèmes pourraient être résolus d'une manière qui n'est pas toujours imaginable. Et donc je crois que c'est un devoir de se forcer à raisonner jusqu'au bout. Si une pensée paraît correcte, je crois qu'elle l'est, il faut voir si elle l'est jusqu'à quelle limite, n'est-ce pas? Donc je serais tenté de dire, du point de vue purement intellectuel, il n'y a pas de limite à la possibilité de se substituer à l'État. Maintenant, bien entendu, c'est l'autre perspective, je ne vais pas proposer ça comme programme électoral pour un parti politique en France en 2017. Je suis quand même réaliste, bien évidemment. Mais c'est important d'avoir une boussole. Alors, ce que je refuse en tout cas, justement, c'est de dire a priori que l'État doit s'occuper de telle ou telle chose. Ce qui me paraît important, ce qui me paraîtrait important, c'est qu'on puisse expérimenter. Si l'État ne prenait pas le monopole, eh bien, il serait concurrencé et éventuellement on verrait qu'il y a d'autres solutions que les solutions étatiques, ou peut-être qu'on verrait que dans telle ou telle circonstance, à tel ou tel moment, l'État est quand même mieux placé pour faire telle chose, peut-être parce qu'il a certaines traditions, certaines habitudes, etc. Donc je ne peux pas répondre de manière précise à votre question pour cette raison-là. Par principe, je crois qu'il faut mettre en cause tout. Concrètement, le problème est un petit peu différent. Il y a ce qu'on appelle les biens publics. Il y a toute une théorie des biens publics, je ne vais pas l'évoquer. Mais justement, on ne peut pas dire que par nature, il y a des biens qui sont publics. Ça change avec le temps, il y a des innovations. Oh, je prends juste un exemple. Nous considérons tous que c'est normal, par exemple, qu'un trottoir soit financé, disons, par la municipalité, que ce soit un bien public, que ce n'est pas possible que ce soit privé. Eh bien, c'est peut-être pas vrai, parce que si la municipalité disait vous avez la liberté de fabriquer des trottoirs, qu'est-ce qui se passerait? Peut-être rien, mais peut-être qu'il y aurait des entrepreneurs en trottoir qui trouveraient un système en mettant des pastilles dans les semelles des souliers, n'est-ce pas, pour mesurer le nombre de kilomètres de trottoirs que vous parcourez, etc. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'au XIXe siècle, la majorité des rues à Paris étaient privées.
mais beaucoup d'entre elles étaient quand même ouvertes au public. Ils fermaient parfois des grilles le soir pour pas risquer des vols. Donc les choses ne sont pas aussi simples qu'on le pense en général. Merci. Je propose qu'on passe aux questions de la salle. Ah, on a des questions, beaucoup de questions, donc les micros vont arriver. Voilà. On a une question ici, à gauche, donc à droite de l'amphi pour le... Bonsoir Monsieur Salin. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Il n'y a pas eu de mesures prises libérales en France, mais il y a eu seulement des mesures qui ont été ultra-libérales. Donc, j'en invoque les mesures qui nous sont dictées par l'Union européenne. Car aujourd'hui, qui peut croire que la France, que l'État français est seul maître dans sa gestion des politiques économiques? C'est bien évidemment dans un contexte mondial que les décisions sont prises, donc que ce soit les accords de libre-échange qu'il y a entre les différents pays du monde, les politiques mises en œuvre par le Conseil européen, et puis d'ailleurs, pour preuve, les négociations actuelles aujourd'hui sur le traité de libre-échange, le traité TAFTA, entre les États-Unis et l'Union européenne. Et puis je suis également étonné que vous passiez sous silence la norme Bolkestein, que vous avez d'ailleurs soutenue. Oui. Et pour le coup, on ne peut pas vraiment dire que c'est une mesure antilibérale. Je ne serais pas prêt à dire que l'Union européenne est un modèle de libéralisme. Certainement pas. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Pour ma part, je suis hostile au centralisme européen. La seule, vous savez, au départ de l'intégration européenne, on avait une conception juste qui était le marché commun. Le marché commun, c'est la suppression des obstacles. Et je souhaiterais simplement que le marché commun s'étende au monde entier, que ce soit la liberté des échanges. La mondialisation, ça peut se définir comme la concurrence à l'échelle mondiale. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi la concurrence était bonne, parce que c'est un aiguillon d'innovation. Et donc, je le souhaite absolument. Donc, je ne serais certainement pas prêt à dire que le traité de libre-échange en discussion, la liberté des échanges à l'Union européenne pose des problèmes à la France. Au contraire, on serait dans une situation bien pire si on n'avait pas cette liberté des échanges qui permet à chacun de se spécialiser dans ce pourquoi il est relativement mieux fait. Bien entendu, le gouvernement français ne décide pas de manière absolument souveraine d'un certain nombre de choses parce qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau de l'Europe, mais c'est un interventionnisme contre un autre, et peu importe, et c'est contre les deux, bien sûr, que je réagis. Mais de là à dire qu'on est dans une situation d'ultralibéralisme, non. Juste quand même sur la désindustrialisation, l'agriculture française qui justement diminue de jour en jour en termes d'agriculteurs notamment. On ne peut pas dire que ce sont des effets bénéfiques pour la France, notamment en termes de chômage, et puis également en termes d'indépendance nationale. Et c'est là justement où l'État a son rôle, car en termes de liberté, l'indépendance nationale, que ce soit l'indépendance stratégique ou l'indépendance économique dans la production, ce sont des avantages indéniables que justement votre modèle ne semble pas permettre. Vous savez, la caractéristique des sociétés humaines, c'est l'évolution. Et vous parlez de l'agriculture, au début du XXe siècle, l'agriculture, je reprends, je ne sais plus exactement, peut-être 70% ou 80% des gens étaient dans l'agriculture. Le progrès économique a existé au profit de tout le monde parce que justement on a changé d'activité. Alors on parle souvent de la désindustrialisation, mais pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus dans des économies de services et que l'aspect purement matériel des choses est secondaire par rapport justement à la créativité. Moi, je ne m'en plains pas de la désindustrialisation et ce n'est pas du tout une conséquence fâcheuse. Alors vous parlez du chômage. Le problème, ce n'est pas que certains perdent leur emploi, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas facilement en trouver un autre. Et pourquoi ils ne peuvent pas facilement en trouver un autre? Parce qu'on décourage l'esprit d'entreprise, parce qu'on punit par la fiscalité et les réglementations. C'est ça le vrai problème. Et on fait erreur complètement au niveau des politiques interventionnistes en essayant d'empêcher le licenciement au lieu de faire les politiques qui permettraient de débloquer l'embauche. Merci. Une autre question? Alors, au premier rang. Ah, vous avez un micro, pardon, je vous en prie. Allez-y. Alors, bonsoir Pascal Salin. En fait, ma question, c'est pour connaître un peu mieux votre vision du libéralisme.
Alors, si l'ensemble des libéraux s'accordent sur une même vision de l'économie, leur point de vue sur les questions sociales et sociétales diffère. Êtes-vous plutôt du côté des libéraux conservateurs, représentés en France par des Hervé Mariton ou des Charles Becbédé, qui considèrent que les réformes sociétales libérales, comme le mariage gay ou la légalisation du cannabis, relèvent d'un constructivisme étatique, d'un État qui interviendrait justement pour changer les normes sociales, ou partagez-vous plutôt la vision d'un Gaspard Koenig, libéral-libertaire pour qui la liberté ne peut être qu'absolue. Donc Pascal Koenig, comme on le sait, il est pro-PMA, pro-GPA, pro-mariage gay, pro-cannabis, voilà. N'est-ce pas c'est là peut-être que je reviendrai à la distinction que j'ai faite entre l'éthique universelle et l'éthique personnelle. Personnellement, je suis favorable à l'idée que les gens puissent décider ce qu'ils désirent s'ils ne portent pas atteinte aux droits d'autrui. C'est fondamental. Je n'ai pas à vous dire, en tant qu'économiste, si je suis favorable ou pas au mariage pour tous. C'est un problème personnel qui relève de ma vision des choses et je respecte parfaitement qu'on pense d'une manière ou d'une autre. Je respecte parfaitement que certains manifestent d'une manière ou d'une autre. Et précisément, je crois que le problème il vient du fait que l'État a décidé de définir ce qu'est le mariage, au lieu de laisser les gens le définir. Ou les églises. Après tout, traditionnellement, c'était les églises, mais on n'est pas forcé d'en passer par l'église. On peut avoir un mariage de nature purement contractuelle. Et donc, à chacun d'appliquer sa morale de cette manière. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, je ne veux pas vous dire... Je ne suis certainement pas un libéral conservateur, parce que... il n'y a pas de justification au conservatisme. Ça me fait penser justement à une distinction qui est utile, qui est faite par Frédéric Hayek. Il dit, au lieu d'opposer la droite et la gauche, ce sont des concepts ambigus, il vaut mieux opposer les constructivistes et les libéraux. Les conservateurs... non, excusez-moi, les constructivistes, oui, les libéraux. Les libéraux, ils laissent faire sans savoir ce que ça donnera. Les constructivistes, ils veulent façonner la société selon leur vision. Et il y a des constructivistes conservateurs qui veulent la maintenir sans changer, et des conservateurs, appelons-les progressistes si vous voulez, qui veulent la modifier. Mais les uns et les autres partagent une même vision, à savoir que l'on peut avoir des ingénieurs sociaux et manipuler la société. Et ça s'oppose aux libéraux. Et je trouve que c'est une distinction qui est utile. Donc je ne suis certainement pas un libéral conservateur, même si je respecte un certain nombre de traditions à titre personnel. Je n'ai pas besoin de vous dire lesquelles, ce n'est pas votre problème, c'est mon problème. Donc je respecte le conservatisme, justement parce qu'il est la traduction de cette continuité dans la vie des êtres humains, de leur famille, des sociétés auxquelles ils appartiennent. Je le répète, l'être humain, il appartient à des collectivités humaines, mais je ne dirais pas que tel ou tel conservatisme est meilleur qu'un autre. À chacun de choisir son conservatisme. Merci. On avait une question dans la même rangée, et puis on en a d'autres derrière également. Oui, bonsoir. Juste une remarque avant de commencer. Je trouve que vous pensez que l'homme est bon, un peu comme Rousseau. Donc c'est assez amusant de remarquer cette connivence. Et donc moi, je voulais vous interroger sur l'efficacité économique du libéralisme. Alors vous avez dit tout à l'heure que c'était... l'Amérique de Reagan qui avait gagné la guerre froide. Et alors, moi, je pense que l'Amérique de Reagan n'est pas si libérale que ça, puisque c'est c'est des grands plans d'investissement dans le secteur militaro-industriel qui ont permis justement l'accélération qui a décroché l'URSS. Et on a beaucoup d'exemples d'industrialisation par de la planification et par une aide de l'État, notamment en France, et très peu par des initiatives privées. Alors peut-être que l'Angleterre est un peu le contre-exemple en la matière. Mais est-ce que vous pourriez citer des véritables exemples d'avancées technologiques qui seraient dues uniquement à l'initiative privée? Alors, bon, d'abord, je n'ai pas dit que je pensais que l'être humain est bon. Je dis qu'il est inventif, ce qui n'est pas la même chose. Et il y a dans la nature humaine du bon et du mauvais, selon nos jugements à chacun, n'est-ce pas? Si la contrainte existe, c'est bien qu'il y ait du mauvais, évidemment. Lorsque j'ai parlé de Reagan tout à l'heure, je n'ai pas
penser à la guerre des étoiles, parce que la guerre, c'est évidemment une activité non libérale, une activité de contrainte, donc il y a des problèmes de stratégie qui ne sont pas de mon ressort. Alors, vous parlez des problèmes d'écologie. Ils sont nombreux et variés. Dans mon livre « Libéralisme », j'ai un chapitre sur cette question. On peut montrer, par exemple, que le meilleur moyen de défendre la forêt, c'est le droit de propriété. On parle souvent de la forêt amazonienne. Pourquoi elle est détruite? Parce qu'elle appartient à l'État brésilien. Elle n'est pas privatisée. Et donc, l'État brésilien donne des licences d'exploitation à des entreprises qui sont incitées à couper les arbres, mais pas à replanter. Un propriétaire... Excusez-moi, je me suis peut-être mal exprimé. Je parlais d'avancées technologiques. Excusez-moi, j'avais compris écologique. Pardon. D'avancées technologiques. Mais, n'est-ce pas, les avancées technologiques, elles peuvent être faites, bien entendu, par des activités d'ordre étatique, bien sûr. Mais le problème est toujours qu'il faut juger en termes comparatifs pour les ressources qui ont été utilisées et ce qu'on aurait fait mieux dans le secteur privé. J'ai la tentation de penser que oui, parce qu'il y a un système d'incitation différent. Ceux qui font des efforts, ils recueillent eux-mêmes les conséquences de leurs efforts. Alors qu'une décision étatique, elle est faite par des gens qui ne supportent pas eux-mêmes les conséquences de ce qu'ils font. Donc, ils font parfois des avancées technologiques, mais on ne peut pas dire que nécessairement ce sont les meilleurs. Tout n'est pas mauvais, bien sûr, dans ce que fait l'État, mais c'est en termes relatifs qu'il faut le juger. Par exemple, l'industrialisation de la Russie, c'est faite sous le communisme, sous les premières années du communisme, avant qu'évidemment que ça dégénère, mais on peut dire que la planification économique a servi à un certain sens. Ça a été un facteur de blocage, parce qu'on a eu d'énormes concerns extrêmement rigides. Personnellement, je suis plutôt favorable aux petites unités flexibles et mobiles. Je vous donne un exemple là aussi. Après la chute du mur de Berlin, l'Estonie s'est trouvée avec justement des grandes usines de type soviétique. Et à cette époque-là, a été nommé un Premier ministre très jeune, il avait 32 ans, qui était professeur d'histoire, qui, il le dit lui-même, ne connaissait rien en économie, mais il avait quand même lu un livre de Milton Friedman, il avait bien choisi. Et alors il s'est posé la question, comment faire pour créer un tissu entrepreneurial alors qu'on a un petit nombre de très grosses entreprises soviétiques qui ne peuvent pas du tout diffuser le progrès technique, etc. Et il a décidé pour cette raison-là d'instaurer un impôt sur le revenu proportionnel et non pas progressif. Il a été le premier en Europe à le faire, et après beaucoup de pays communistes l'ont aidé, et l'Estonie a eu un taux de croissance de 8% depuis cette époque-là. Et il y a eu apparition d'une structure très diversifiée. Et donc, il faut faire attention. Voyez, quand vous parlez d'industrialisation, vous prenez justement un concept globalisant. Les choses doivent être analysées au niveau microéconomique, au niveau individuel si possible, dans la diversité des possibilités. Il n'y a pas l'industrialisation, il n'y a pas l'industrie française, il y a des milliers d'activités différentes, et il faut donner à chacune sa chance. Prenons une dernière question. Alors, monsieur qui a le bras tendu, peut-être, derrière, ou ailleurs, si vous voulez. Ouais. Alors, moi, j'ai le micro, je veux bien en profiter. Ah, pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Voilà, ouais. Parmi les économistes de référence qui ont été cités tout à l'heure, donc Hayek, Friedman, et aussi j'ai entendu Robert Mundell, dont le parrain ou le père de la monnaie unique. Alors, j'avais une question à vous poser par rapport justement à votre sentiment sur l'euro aujourd'hui, puisque par ailleurs Hayek, je crois, était lui plutôt favorable à la concurrence monétaire. Alors je voulais savoir entre Hayek et Robert Mundell, qui vous choisissez, et si vous êtes plutôt favorable à l'euro ou plutôt aux monnaies nationales. Oui, effectivement, j'ai été très proche de Robert Mundell, je le suis encore, je l'ai vu encore il n'y a pas si longtemps, et de Friedrich Hayek. Mais j'ai évolué dans le temps. J'avais fait ma thèse à partir des travaux de Robert Mundell. Et je le critique sur un certain nombre d'aspects. Je considère qu'il a mérité son prix Nobel, mais surtout pour l'approche monétaire de la balance des paiements, qui est parfaitement conciliable
avec l'approche monétaire des Autrichiens. Je l'explique dans mon prochain livre à paraître, qui est un manuel de théorie des systèmes monétaires et de système monétaire international. Donc sur ce plan, Robert Mundell a apporté quelque chose d'extrêmement important, et donc j'ai beaucoup d'estime pour lui, mais par exemple, j'ai eu l'occasion de critiquer la théorie des zones monétaires optimales dans un papier que j'ai présenté à un colloque qu'il avait organisé dans son château d'Italie récemment. Alors, je suis beaucoup plus proche de Friedrich Hayek, c'est vrai, et je suis favorable à la concurrence monétaire. Je crois qu'il a fait quelque chose d'important à ce sujet. Il avait publié en 1976 un petit opuscule qui s'appelait Denationalization of Money, qui a été vraiment quelque chose qui a créé un choc intellectuel. Et je vous le signale d'ailleurs, ce petit opuscule a été traduit en français, il va être publié prochainement par les presses universitaires de France, et on m'a d'ailleurs demandé d'en faire la préface. Donc, sans conteste, je suis beaucoup plus proche des idées de Hayek, à savoir la concurrence monétaire, non seulement entre les monnaies existantes, parce que, excusez-moi, le problème actuel, c'est que il y a le cours forcé, on est obligé, quand on est résident d'un pays, d'utiliser la monnaie produite dans le pays, ou en Europe, l'euro. Ça serait déjà quelque chose si on permettait, par exemple, aux citoyens français d'utiliser la monnaie qu'ils désirent. La Bulgarie fait ça, d'ailleurs, et quelques autres pays. Mais Hayek est allé jusqu'à préconiser la concurrence entre des monnaies privées. Et je suis totalement favorable à cela. Pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, la monnaie a été privée. Elle a bien fonctionné, là encore, parce qu'elle était émise par des capitalistes responsables. Alors, on n'en est pas encore là, mais il y a quand même des choses très intéressantes qui sont l'émergence des monnaies privées, le bitcoin, etc. Et je crois qu'il y a une monnaie nantaise, n'est-ce pas aussi? Oui, elle a été créée il y a quelques jours. Qui est très intéressante. Alors, bon, vous me parlez de l'euro. J'étais non pas hostile, mais disons réservé à l'égard de l'euro avant sa création, parce que j'estimais que c'était illusoire de penser qu'on allait résoudre par magie les problèmes en ayant une monnaie unique, et donc il y avait des problèmes beaucoup plus importants, et on a focalisé l'attention de tout le monde sur la création de l'euro au lieu de la focaliser sur la baisse des impôts et des choses de ce genre. Et maintenant que l'euro existe, j'estime qu'il faut le garder. J'ai écrit un article dans le Wall Street Journal à ce sujet, bien que je n'ai pas été particulièrement favorable à ça. Et là encore, c'est une illusion de croire qu'on va résoudre les problèmes, que la Grèce va résoudre son problème en sortant de l'euro. Les problèmes de la Grèce, c'est des problèmes de mauvaise gestion budgétaire. C'est un problème budgétaire et pas un problème monétaire. Et il faut faire très attention de ne pas mélanger les deux choses. Et c'est parce que on prétend que les pays qui sont membres de l'eurozone, qui doivent aider la Grèce, qu'on crée un lien indirect entre la monnaie et les problèmes budgétaires, mais c'est un lien artificiel qui, évidemment, va dans la direction de ceux qui sont en faveur d'une centralisation des politiques au niveau européen, etc. Merci. Alors, une dernière question rapide, avec une réponse rapide. Je suis désolé, j'ai été trop bavard tout à l'heure. Pas du tout. Mais parce qu'on a une contrainte d'alarme pour l'amphi à 22h, donc il faut vraiment que la question soit rapide et que la réponse soit rapide. Voilà. Bonsoir, monsieur Salin. Moi, ce qui m'a marqué dans votre propos, c'est l'absence quasi totale d'exemples de réformes libérales, de pays réellement libérales. Et si le propos est relativement clair et relativement compréhensible, je me demande si le libéralisme que vous présentez n'est pas un modèle finalement idéal qui ne serait qu'une utopie au sens grec du terme, c'est-à-dire un non-lieu qui pourrait n'aboutir qu'au chaos s'il venait à advenir. Alors, je serais tenté de dire que le libéralisme que je vous ai présenté, c'est effectivement une utopie, mais une utopie réaliste. Ce n'est pas contradictoire. Et en ce sens que je disais tout à l'heure, c'est une boussole, n'est-ce pas? Je crois qu'une société parfaitement libérale pourrait parfaitement fonctionner. Alors vous me dites, il n'y a pas de bon exemple. On a des exemples parcellaires, tel pays a fait telle chose. Je citais tout à l'heure la Nouvelle-Zélande, l'Estonie. On trouve des exemples qui me paraissent quand même significatifs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un pays qui est parfaitement libéral. Pour quelle raison?
Eh bien parce que ce n'est pas évident de se défendre par rapport à l'usage de la contrainte. Les États ils bénéficient d'une chose extraordinaire qui est le monopole de la contrainte légale. Et puis en plus, il y a un mécanisme de composition. Chaque individu ou chaque catégorie sociale essaye d'obtenir un privilège particulier parce que c'est visible le résultat qu'on obtient, au lieu de lutter pour la liberté de tout le monde, ce qui est beaucoup plus difficile. Donc il y a, je crois, ce mécanisme qui est en faveur de l'interventionnisme, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pays parfaitement libéral qu'il faut condamner pour autant les idées libérales. Au contraire, je dirais qu'il est d'autant plus important de réfléchir à cette question, d'autant plus important, pour moi je considère, de faire connaître ce que pourrait être une société libérale, que précisément c'est difficile de la mettre en application. Oui, merci beaucoup Pascal Salin. Et merci à vous tous. J'étais très sensible à votre présence et à l'atmosphère de cette réunion. Merci et bonne soirée à tous.